Salut, c'est Alice. Alors aujourd'hui, je vais parler comme je fais parfois un peu des différents jeux auxquels j'ai joué dernièrement, donc en février, mais aussi en janvier, début mars, enfin des jeux dont j'ai envie de parler, il y en a toujours beaucoup trop. Ça risque d'être assez long, donc je vous encourage fortement à aller consulter le plan. Enfin, il va y avoir tous les jeux cliquables normalement en dessous, pour rendre ça un petit peu plus facile. J'ai mélangé tout type de jeux là, donc il y a pas mal d'Eurogames parce que moi c'est vraiment ce que j'aime, mais aussi quelques jeux plus légers et je parle aussi quand même, oui, je vais parler de l'As d'or et du Diamant d'or, donc qui sont, donc le Diamant d'or, c'est un prix auquel je fais partie du jury. Il y a une vidéo dessus avec Ben des recettes ludiques. Et l'As d'or, bah, c'est le gros prix là qui a été donné à Cannes. L'As d'or, je suis de plus loin, mais bref, je vais en toucher deux mots plus tard. Hop. Alors, du coup, ça va être une longue liste, et donc on commence par Arcosa. Donc Arcosa, c'est un jeu dont j'avais pas du tout entendu parler, qui est un espèce de placement d'ouvriers assez malin, avec un petit peu une sorte de deck building hand management pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir se placer et faire nos actions. Et on construit notre bunker pour avoir assez de prod, pour faire des choses et des points divers, avec une notion de satisfaction. Il y a de l'aléatoire à certains endroits du jeu. Moi j'ai trouvé ça sympa, j'ai pas trouvé ça si fou que ça non plus, mais il y a une vraie proposition, faut aimer le fait qu'il y ait un peu un hasard, enfin un peu de résolution dont on sait pas trop comment ça va se passer. On va se prendre des fois des trucs un peu dans la tête de la part des autres joueurs. C'est pas non plus du grand n'importe quoi. Voilà, moi il m'a manqué un petit truc pour que ça me fasse un pur tilt de waouh, c'est génial. La manière dont se passe aussi le contentement par rapport aux autres, ça swing un petit peu, mais voilà. Il y a plein d'éléments sympas. Il y a vraiment un développement, il y a vraiment des axes. J'ai pas trouvé qu'il y avait un truc point de vue de l'axe, point de vue du type de développement qui soit oufissime. J'ai quand même envie d'y rejouer potentiellement, voilà. Mais ça a pas été la grande découverte. Par contre, thématiquement, tout ça, il y a un truc qui est quand même plutôt sympa. Et voilà, graphiquement, j'aime pas beaucoup, mais ça, c'est pas non plus horrible. Vicomte des Royaumes de l'Ouest. Donc, on a fait une partie de Vicomte. On l'a fait que à deux, je crois. On l'a joué avec les dernières extensions là qui sont sorties, donc il y avait des petits parchemins en plus, des éléments supplémentaires. Donc moi Vicomte c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est basé donc sur du sorte de deck building, pas mal hand management et de la planification. On va jouer une carte devant nous, ça va faire slider les autres cartes. Et en fonction des trois cartes présentes sur notre plateau, donc des cartes jouées pendant les 3 tours précédents, ça va donner un certain nombre de symboles qui vont nous permettre de faire des actions sur le plateau où on va se déplacer en fonction de notre dernière carte. Il y a vraiment plusieurs axes de développement, donc 4 gros axes, qui sont les 4 grosses stratégies, il faut en général en manier 2. Et moi j'aime quand même vraiment beaucoup la manière dont les trucs s'agencent. Là les nouveaux éléments permettent de faire plus de combos entre les différentes caractéristiques sur l'ordre de qu'est-ce qu'on a envie de rusher pour les petites courses et tout ça, c'est vraiment sympa. J'ai vraiment bien aimé, alors je sais plus comment s'appelle l'extension, mais je les avais pas encore jouées et je suis vraiment vraiment contente de l'avoir enfin fait. Et j'ai envie d'y rejouer encore parce que moi c'est un jeu que j'adore. Hop. Come Together, donc Come Together, j'en ai parlé une ou deux fois. C'est un jeu qui est sorti à Essen, qui est un jeu expert mais pas trop, c'est pas très très compliqué à mettre en place, les règles sont plutôt simples, on a chacun un festival de musique, on va récupérer des scènes, des artistes, des tentes pour loger des gens et des gens qui vont venir assister au festival. Et pour ça en fait il y a vraiment une manière de pur timing sur comment est-ce qu'on se place. On va avoir un tas d'ouvriers, on va les placer sur une action pour aller réserver une carte, ça nous donne en général un petit bonus tout de suite. Et cette action va être réalisée quand quelqu'un va choisir de passer une action à réaliser l'action d'un lieu où tout le monde va récupérer nos cartes et on va permettre d'avancer sur des marqueurs de publicité qui vont valoriser différents éléments de notre festival. C'est vraiment un jeu un peu de FOMO, Fear of Missing Out, on a envie d'être dans les bons coups en permanence, tout en jouant bien son timing pour pouvoir bien s'adapter à la suite. Et il y a des trucs vraiment sympas, thématiquement il est aussi très chouette, hein, le côté festival de musique, qui pour jamais de la musique, tout ça. Graphiquement, ça passe. Après, il y a le fait que les couleurs soient difficilement distinguables pour les daltoniens et que pas exactement les mêmes que sur les cartes, c'est un peu relou. Mais en tout cas, ça c'est assez sympa. C'est pas un gros waouh, mais je le trouve facile à sortir, vraiment très sympa. Il se joue officiellement de 2 à 6. Je pense que 4-5 c'est bien, 6 ça doit être jouable, 3 j'ai pas envie. On l'a fait une fois pour le découvrir, c'était pas top. Anno 1800, c'est un jeu auquel j'avais assez peu joué, qui est sorti il y a 2-3 ans, j'ai envie de dire. C'est un jeu de production et de chaînage, on va construire différents bâtiments chez nous, chaque fois qu'on va construire des... Donc ça va nous permettre en gros de jouer sur une population plus ou moins bien formée avec différentes caractéristiques. Chaque fois qu'on récupère des nouveaux ouvriers, donc ces petits cubes là, on va récupérer des cartes des couleurs correspondantes et le but ça va être de jouer ces cartes et de s'en débarrasser pour marquer des points de victoire. Donc il y a une question de tempo pour savoir quand est-ce qu'on fait grossir notre main, quand est-ce que vraiment on la joue.
et de production pour aller chaîner les choses avec le fait de pouvoir aller acheter l'autre, des navires de guerre et des navires commerciaux qui vont permettre de faire donc plein d'actions comme ça. On l'a joué que à deux, c'est pas le mieux côté opportunité d'aller jouer chez l'autre, disons, mais ça passe bien, c'est un petit truc assez rigolo. Moi je suis pas si fan que ça du chaînage avec beaucoup d'observations sur comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça, puis ça, puis ça. Mais le principe, si on aime ça, il est vraiment sympa, j'aime bien comment ça se déroule, j'aime bien le dérouler de la partie. Mais voilà, le but et l'observation autour me plaît moins. Hop. Rainforest, c'est un petit jeu dont j'ai déjà parlé, je crois, que moi je trouve très sympa. C'est vraiment tout bête, hein, on a des pions qui sont mis en face de tuiles. À chaque tour, on va récupérer un ensemble de pions et la tuile en face, donc soit des pions de même couleur, soit des pions de même animal. On peut en stocker jusqu'à 3 des tuiles pas encore faites en bas, et jusqu'à 2 animaux pas encore utilisés en haut. Et pendant le tour, donc on va pouvoir réaliser ce qu'on a envie de réaliser pour les faire passer au-dessus, jusqu'à avoir placé 9 tuiles. Une fois que tout le monde a placé 9 tuiles, c'est la fin du jeu. Enfin, une fois que quelqu'un a placé 9 tuiles, c'est la fin du jeu. Il y a des objectifs sur lesquels il y a des courses. Et en fait, je trouve ça assez malin. Il y a des petits choix, il y a des concessions à faire sur certains éléments pour ça, aligner les trucs de la bonne couleur, un petit côté casse-tête, tout en étant très léger que je trouve assez réussi personnellement. J'en ai fait quelques parties et j'aime bien. J'ai fait un Horizon of Spirit Island. Donc c'est Spirit Island, donc un jeu coopératif avec du deck building et du hand management pour aller défendre une île contre les colons. Et ça, c'est une version un peu cheap qui est sortie aux États-Unis, qui a été trouvable à ICL et je crois qu'elle est retrouvable maintenant ailleurs, avec des nouveaux esprits, une mise en place facilitée et plus facile à prendre en main. On a joué avec le jeu de base, donc en difficulté qui est faible, si on a l'habitude du Spirit Island normal. J'ai pas vérifié si je pouvais augmenter la difficulté avec cette boîte assez facilement, donc il n'y a pas tout ce qui est scénario, tout ça du Spirit Island. Les esprits sont assez forts, ils ont des trucs qui demandent vraiment des combos de symboles, mais ils donnent des pouvoirs vraiment assez sympas. Voilà, donc en plus facile à sortir que Spirit Island, pourquoi pas. Après, c'est pas forcément le must-have absolu si vous êtes fan de Spirit Island. Moi, je suis pas trop fan des extensions de Spirit Island parce que j'aime pas la partie événement que je trouve un peu lourdingue. Mais voilà. Et donc avec du matériel un peu plus cheap, tout ça. Hop. Ce que j'apprécie, hein, moi personnellement, je sais qu'on est né à la mode des deluxe et d'avoir plus de matériel, plus de figurines. Moi, le fait d'avoir un jeu moins cher, à moins gros impact, qui est plus facile à sortir, plus facile à ranger, je trouve ça chouette. Je trouve que c'est une chouette démarche. Et plus accessible aussi parce que je crois qu'à la base, ça a été commandé par les magasins Target qui sont vraiment de la grande surface de déstockage, enfin de pas cher aux États-Unis. Et ce côté accessible pour du vrai jeu, qui est quand même expert, un peu côté prix, moi ça me plaît bien. Voilà. Hop. Citastato. Donc Citastato, on a un jeu qui est un peu particulier avec un décompte de points assez tordu sur un back building avec 4 actions qui sont assez simples, 4 types d'actions assez simples, chacune qui se décline en 3 possibilités, donc soit prendre une carte, soit effectuer l'action correspondante, soit avancer sur la piste pour faire des meilleures actions, pour améliorer sa capacité de cette action-là. Et petit à petit, dans la partie comme ça, on va pouvoir récupérer des cartes d'un peu toutes les couleurs. Quand on récupère une carte, soit on la met devant soi pour son pouvoir, soit on la crame pour aller faire le pouvoir de la couleur spécifique, sachant que les couleurs ont quand même des spécificités. Et en fin de partie, on va pouvoir réutiliser une carte de chaque couleur. Et ces cartes qu'on va réutiliser en fin de partie vont nous faire des points. Et le but, c'est d'avoir le meilleur minimum, en gros, entre les points en cours de partie et les points de fin de partie. Il y a plein d'autres choses. C'est assez court. Moi, je le trouve vraiment malin. C'est un jeu qui est un peu sous le radar, qui pour moi vaut vraiment le coup. C'est une des premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. Voilà. Je trouve ça très très malin et un peu tordu. Et vraiment, pour moi, ça vaut le coup de le découvrir. C'est assez épuré, c'est pas très lourd, mais pour moi, il y a vraiment une dimension experte et ouais, et assez subtil dans ce qui se passe. C'est très original. Hop. Atiwa, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Moi, j'aime bien. C'est du Rosenberg à base de récolte, de la pose d'ouvrier. J'ai tendance à y jouer même en solo parce que je trouve qu'il tourne en solo. Il y a un petit défi au point et il est facile à sortir et à ranger. Et voilà. Je suis pas une grosse joueuse solo, mais le côté un peu cassé, j'aime bien tout ça. On construit notre territoire, il y a une question de stockage sur le territoire, une question de réussir à obtenir le maximum des récoltes, du trade-off, des choses qu'on a un peu tendance à faire systématiquement quand même, mais moi je l'aime bien. Vraiment, je l'aime bien. Je le trouve très très plaisant et le thème écosystème marche vraiment très bien. J'ai testé Nine Lives, donc c'est un jeu de pli un peu perturbant. J'ai pas forcément compris toutes les subtilités tout de suite, mais c'est un jeu donc façon allumette, whist, où on va aller parier sur combien on va faire de plis. On a des cartes de différentes couleurs. Ce qu'il y a, c'est qu'on voit le dos des cartes des adversaires, donc on sait qui a quelle
combien de cartes pour faire des coupes, c'est vachement différent quand même d'un jeu où on ne sait pas les couleurs des autres. Et le truc, c'est que quand on fait un pli, on va pouvoir récupérer une des cartes de ce pli, mais pas celle avec laquelle on a fait le pli. Donc l'équilibre de nos cartes change en cours de partie, et ça perturbe un peu les choses. J'ai pas joué du tout là, celui qui buzz, j'ai oublié son nom, sur le chat, Cat in the Box, qui utilise aussi des cartes avec un truc un peu variable. Voilà, et puis en plus de ça, sur la manière de faire les paris, il y a le côté où on place nos chats sur un petit tapis, et donc quand on a pris certains paris, on va prendre la place pour empêcher un peu les autres de le faire. De la manière de décompter les points, on peut pas passer en négatif, ce qu'on a trouvé très bizarre. Mais voilà, c'était assez malin, c'était en tout cas original, je suis assez contente de l'avoir testé, j'en referai bien une en y voyant plus clair, savoir si c'est réellement intéressant et profond ou si c'est un peu du n'importe quoi, ce qui est très dur à évaluer sur un jeu de pli un peu déstabilisant d'une partie. Et c'était cool de découvrir ça. Et ça se joue bien dans le train. Ensuite, on en est rendu à l'époque des Diamants d'Or. Donc les Diamants d'Or, moi j'étais dans le jury, j'en ai pas trop parlé avant, enfin j'en ai quand même pas mal parlé en vrai, mais voilà, donc je vais pas rentrer sur les détails de tout comment on a fait le jury. On a fait une grosse vidéo. Je vous mettrai le lien en dessous si vous ne l'avez pas déjà vu, donc de débrief après sur Twitch. Voilà, il y a eu plein de communications dessus. Du coup, je vais quand même en parler. Donc, il y avait 8 jeux dans la sélection. Et je vais parler des 8. Hein. C'est Marrakech qui a gagné. Donc, Marrakech, c'est un Stefan Feld. Hop. Donc, Marrakech, Sabika et Tiletum pour le podium. Donc Marrakech, c'est un Stefan Feld où globalement on va devoir développer plusieurs axes et pour ça il va y avoir un système de draft d'actions plus ou moins. On va avoir les 12 actions disponibles pendant une manche, donc une manche qui va durer 4 tours. Chaque tour on choisit 3 de ces actions, on les lance dans une tour AD qui garde pas grand chose et ils vont arriver tous en bas, tous ceux sélectionnés donc par tous les joueurs. Et là on va répartir toutes les actions sélectionnées, quasiment, entre les différents joueurs, sachant que chacun peut prendre un ou deux pions à la fois mais que de même couleur. Donc on récupère comme ça les pions de couleur et les pions vont venir bonifier les actions. Une fois que chacun a récupéré les pions comme ça jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, on va effectuer les 3 actions sur lesquelles on a misé nous. Ce qui veut dire que si j'ai misé rouge, même si j'ai pas récupéré de pion rouge, je vais quand même faire une action rouge. Et quand je fais une action rouge, soit je renforce l'action rouge en rajoutant un pion rouge, soit j'utilise le pion, bon en rouge c'est pas une action en l'occurrence mais c'est pas grave, pour faire une action à la force du nombre de pions que j'ai mis dessus avant. Toutes les actions sont légèrement différentes, à jouer sur plusieurs axes. C'est pas très punitif, mais pour moi, il y a vraiment plein de petites combos à faire, des questions de timing. Je trouvais que 4e joueur, c'était un petit peu injuste, mais c'est pas non plus un drame. Le début de la partie, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a 3 manches. Et la première manche, on joue un peu l'opportunisme pour voir comment on va s'orienter. La deuxième manche, on bourrine nos axes, et la troisième manche, il faut rentabiliser, faire des sacrifices pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on va devoir vraiment faire et ce à quoi on va prendre le risque de foirer ou pas. J'ai bien aimé ces 3 manches qui, avec les mêmes règles, fonctionnent vraiment très différemment. Et le jeu est ultra fluide, et moi je le trouve vraiment intéressant avec une vraie richesse de choix, même si on fait toujours des choses et qu'on a toujours des points. Il y a quand même manière de faire des trucs qui nous semblent intéressants et un petit côté un petit peu guessing sur ce que vont mettre les autres, surtout à peu de joueurs. Voilà, moi je le préfère quand même à plus que 2. C'est un jeu qui a relativement fait l'unanimité sur le jury. En fait, tout le monde a plutôt bien aimé, je crois que quasiment tout le monde lui a mis des points. Et c'était pas forcément des gros coups de cœur de tas de gens, peut-être un petit peu hein, quand même pour certains, mais voilà, il y a ce côté un peu facile à sortir avec plein de gens, c'est facile de l'apprécier plutôt. Sabika, moi c'est un jeu que vraiment j'adore, qui était 2e, donc ça je suis super contente. C'est par l'auteur de Bitoku, et puis il va y avoir un système de roues où on va avoir différents pions, donc 2 sur la roue extérieure, 1 sur la roue moyenne, 1 sur la petite roue. Et à chacun de nos tours, on va choisir un de nos bonhommes, on va le déplacer d'une ou deux cases et faire l'action de là où on arrive, puis on le couche. C'est vraiment une pose d'ouvrier, une fois qu'on a joué nos 4 ouvriers, on passe à la manche suivante. Ça se joue à n'importe quel nombre de joueurs, et il y a des joueurs neutres qui adaptent le plateau pour ça. Je trouve quand même qu'à 2 c'est plus plat de ce qui se passe, parce qu'il y a plein de questions de timing, de quelle action je suis dans quel sens, qui lie vachement plus les 3 roues que ce qu'on pourrait croire, surtout qu'il y a des questions de stockage un petit peu particulières, qui font qu'on est vraiment sans arrêt dans l'attention et dans le fait d'avoir le sou pour faire ça ou pas, qui va ajouter du lien entre ces 3 types d'actions qui se jouent vraiment sinon sur 3 types de développement vraiment différents. Et donc une jolie tension de timing sur dans quel ordre faire quelle action en fonction de ce que font les autres, essayer d'avoir plusieurs opportunités, de ne pas se laisser piéger. C'est ensuite vraiment du jeu de gestion avec des actions qui vont redéclencher des actions, qui vont nous redonner des bonus, qui vont nous permettre d'avoir les ressources pour. Moi je trouve que ça marche très bien.
Il y a des ressources à payer un peu partout, mais c'est peu contraignant, donc on a 4 types de ressources ou 5. Mais on paye un peu ce qu'on veut à chaque fois, il y a très peu de choses imposées, et on paye aussi en quantité qu'on veut. Et par contre, plus on paye, plus on va avoir de points. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très agréable de ne pas mettre l'accent sur vraiment la combinatoire de paiement et de ressources. Voilà, c'est pas ce que je préfère en général. Il y a des trucs un peu fourbes sur la roue, sur les ressources disponibles, quand est-ce qu'on va pouvoir les piquer, les actions secondaires, qui créent vraiment une interaction et entre les joueurs et entre ces différentes roues. Et du coup, moi, moi j'aime vraiment beaucoup. Tiletum. Donc Tiletum, c'est un jeu aussi de gestion qui est assez classique dans la série des T, avec différentes actions qui vont vraiment se combiner entre elles, avec aussi des questions de force et de points d'action. Pour ça, il va y avoir des dés qui vont être lancés. Chaque valeur va correspondre à un type d'action, et si c'est... Donc la valeur du dé va donner aussi le nombre de ressources qu'on va récupérer, la couleur de dans son type, et le complémentaire à 7 de cette valeur, donc plus on a un dé fort, plus c'est faible, va nous donner le nombre de points d'action à dépenser dans l'action en question, avec des modificateurs à faire, une carte sur laquelle courir pour aller récupérer des petites tuiles, ce que moi j'aime beaucoup, des scorings différenciés à chaque manche pour aller marquer des points selon tel ou tel critère, des trucs à remplir, et on est obligé de renoncer à des trucs, on a envie d'un peu tout faire. C'est une mouture qui marche bien, qui est vraiment du pur euro, et que moi j'aime beaucoup. Hop, Revive. Revive, pour le coup, c'est pour moi un petit peu différent. On est dans une gestion, c'est un pseudo 3X où on explore, on fait de la technologie et on fait de la production, un truc dans le genre, en allant placer des bâtiments, des bonhommes et récupérer des cartes. On va avoir des ressources et une question de hand management avec les cartes placées au-dessus pour avoir des ressources, en dessous pour avoir certains types d'actions, des peuples un peu asymétriques. Ça donne envie d'un peu tout essayer. Il est assez facile à rentrer dedans. Les règles sont pas si simples que ça, mais la logique de ce qu'on veut faire pour faire telle ou telle action, c'est vraiment chouette. Il y a un vrai côté rush où il faut aller courir vers ce qui nous intéresse pour aller débloquer des trucs le plus efficacement possible, ce qui est toujours chouette. Il est très fluide. Il y a peut-être un petit peu des fois des peuples déséquilibrés ou je ne sais pas, voilà, en tout cas plus facile à jouer que d'autres, qui vont plus ou moins bien se passer, des cartes qui vont des fois pas tomber et que ça va nous saouler parce que si on n'a aucune carte verte, c'est relou. On peut peut-être faire une petite variante qui permettrait de remplacer un peu tout ça, de faire un retirage pour une ressource ou un truc comme ça. Mais voilà, du coup c'est fluide, c'est vraiment très sympa, c'est assez addictif, c'est un peu chiant à mettre en place, mais ça donne envie de le sortir souvent. Il y a un côté très plaisant dans ce jeu. Voilà, qui est peut-être un jeu un petit peu moins expert, dans le sens où on peut facilement s'amuser avec le jeu et comprendre la logique. Les règles sont quand même pas si simples. Mais voilà. Carnegie. Alors Carnegie, moi personnellement j'aime un peu moins. Ça va être un jeu, j'aime bien le principe par contre. On a des bonhommes dans notre entreprise et on va les assigner à différents départements grâce à des actions de déplacement. Et ensuite, et en faisant ça aussi, chacun va choisir une action et tout le monde va suivre cette même action à la Puerto Rico, sauf que l'action va être enclenchée en fonction du nombre de bonhommes et du type de bonhomme, qui travaillent dans des départements chez nous, chaque département faisant des trucs un peu différents, on va pouvoir construire de nouveaux départements. Ça nous permet d'installer des entreprises sur la carte qui vont nous donner plus de revenus, qu'on va pouvoir déclencher lorsqu'on choisit une action, ça déclenche aussi des revenus d'un lieu si on a des bonhommes qu'on a envoyés là-bas à y retirer, et de faire des donations pour faire des points selon certains critères. Dans l'esprit, j'aime bien le jeu. Ce que j'aime moins, c'est que je le trouve un petit peu figé. Dans le sens, c'est plus un jeu technique qui demande de connaître un peu ce qui va se passer, de bien estimer l'équilibre et d'avoir une certaine technicité dans ce qu'on fait, plutôt que de faire des renoncements, des choix un peu plus au feeling. Alors, pas forcément pour dire on fait n'importe quoi, mais c'est beaucoup de la connaissance du jeu, même s'il n'y a pas que ça. Donc moi, j'aime bien y jouer, mais j'ai pas envie de le jouer à fond. Je sais que c'est un jeu que je sortirai occasionnellement pendant longtemps, ça me fera plaisir de refaire une partie par an, mais c'est pas le type de jeu où j'ai envie d'y aller vraiment à fond. On tente pas des choses, on est sans arrêt sur du blocage, c'est vachement interactif, mais le genre de questions qui se posent d'une partie à l'autre se ressemble un petit peu. J'en ai quand même fait un certain nombre, j'ai dû en faire 7 ou 8 parties et je me suis pas ennuyée, mais au final il y a un côté qui en fin de partie m'enthousiasme pas plus que ça. Ça reste du bon jeu, c'est très bien, enfin voilà, ça reste à recommander. Impression, moi j'ai beaucoup aimé, c'est un jeu qui est plus clivant
pour le coup. Un petit peu usine à gaz, on va avoir des bouquins qu'on va tenter de faire passer sur nos lignes de production comme ça, en à chaque fois dépensant ce qu'il faut pour aller à l'étape suivante jusqu'à les produire. Quand on les produit, ça va nous débloquer des fois des icônes qui vont nous donner des actions bonus. Et le principe de jeu, c'est une espèce de placement d'ouvriers avec du déplacement d'un ou deux pas, ou trois pas sur cette grille, sur lesquels on va pouvoir plus tard ajouter des assistants qui vont nous donner des bonus à passer par certains endroits, enfin des raccourcis, tout en nous donnant des ressources quand les autres vont faire des actions à côté. Il y a un système de rythme de jeu qui est un petit peu tordu et qui au final moi je trouve quand même intéressant, qui est que il y a toujours une partie en bas et une partie en haut sur les actions. Quand on est en bas d'une action, on va pouvoir se déplacer pour aller faire une action en haut, qui sont les actions majeures du jeu qui jouent sur les 4 grands axes. Et on peut aussi passer une action à se reposer, donc descendre nos bonhommes, pour aller récupérer les ressources qui sont en bas, parce qu'en bas on va récupérer des ressources. On peut choisir aussi volontairement de faire une action en bas. Il y a des choses qui viennent un petit peu perturber et casser ce rythme, donc parce qu'on a 2 ouvriers par tour à jouer, donc en général on les utilise pour aller en haut, puis une fois qu'on en a plus on va en bas. Mais il y a quelques éléments qui permettent de casser ce rythme. Le sacrifice à faire pour des fois jouer un peu à contre-courant sur la ressource dont on a besoin pour aller casser ce rythme sont intéressants. Je trouve que c'est vraiment des dilemmes intéressants. Et ensuite, sur les actions, on va développer un arbre de technologie qui va réactiver des trucs en dessous. On va pouvoir aller explorer la carte qui va aussi nous donner des pouvoirs permanents, mais renoncer à un pouvoir de technologie quelque part, tout en nous donnant le bonus de leur en place. On va avoir des lettres d'imprimerie qu'on va pouvoir les mettre sur notre grille qui va nous débloquer des gros bonus d'action. Et on va faire d'autres choses. Donc, c'est vraiment plein d'actions qui redonnent des bonus d'actions, qui permettent de faire ça. Tout est tendu, on manque toujours de sous, on manque toujours de ressources. Ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On l'aura compris. Les phases de jeu, c'est vraiment une phase de déplacement et d'action, puis une phase où on récupère nos bouquins, qui là est peut-être un petit peu frustrante parce qu'on va choisir dans l'ordre inverse de ceux qui ont payé pour avancer, sauf qu'on va pouvoir prendre des trucs moins chers. Donc, il faut un peu calculer qu'est-ce qui nous intéresse, à quel moment, point de vue ordre du jeu, et récupérer des contrats qui sont pas simples à faire non plus. Et derrière, on a une phase de processing qui vraiment se passe de notre côté, qui a un côté usine à gaz, mais qui finalement est relativement automatique. C'est pas immédiat, des fois il y a des choix, mais c'est pas là qu'on passe le gros de notre énergie, c'est plus sur prévoir comment ça va se passer avant. Voilà, avec différentes pistes qui vont nous donner différentes choses, vraiment différents axes possibles. Ouais, j'aime beaucoup. Ça m'a vraiment bien plu, ça. Oui, les règles sont mal écrites et il y a 2-3 points qui auraient peut-être pu être simplifiés sans perdre l'essence du jeu, mais c'est pas grave. En essence, ça fait vraiment des trucs que j'aime. Hop. Weather Machine. Donc Weather Machine, c'est le nouveau Lacerda. Donc pareil, hein, c'est pas un jeu facile et fluide, mais je trouve que l'idée est assez simple. Donc moi je suis très déçue par le thème, j'en ai déjà parlé un peu sur une vidéo de présentation, parce que le terme météo global on le sent pas trop. Par contre il y a un terme scientifique qui est assez cool. On va demander des financements au gouvernement, faire des expériences et déposer des brevets et les rentabiliser. Et ça correspond à 3 types de bouquins qui vont nous permettre de faire des publications sur notre plateau en ayant les lignes de bouquins complètes. Et chaque action est un peu liée aux suivantes sur comment est-ce qu'on va pouvoir faire, comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser. C'est assez tendu point de vue des ressources qu'on a. Les choses, et ça c'est le côté un peu Lacerda qui peut agacer, vont déclencher plein de petits bonus à droite à gauche, plein de trucs qui font que c'est sympa. Il y a quand même un côté pas ultra novateur quand on connaît bien l'auteur. Il y a plein de bonus qui se déclenchent dans tous les sens et de trucs qui peuvent induire une petite lourdeur, mais sur le détail des règles, sur l'esprit, franchement, moi je trouve que c'est une belle réussite. Et voilà, donc à la fin on fait les points de victoire et peut-être qu'on a gagné. Il y a des questions de stockage, il y a des questions de plein de choses qui s'imbriquent bien. Vraiment, le cœur du jeu est chouette. Peut-être qu'il aurait pu faire un truc sur les différentes petites actions bonus, tout ça, je sais pas. Que voilà, un peu. Il lui manque peut-être un petit peu sa patte à ce jeu-là en propre. Peut-être qu'il est sorti un peu vite, je sais pas, je dis ça, mais c'est pas forcément vrai. Je lui trouve pas de gros défauts. Il y a un côté un petit peu lassant qui a pu moins plaire sur pourquoi jouer à celui-ci vraiment. Voilà. Mais moi j'ai bien aimé. J'ai aimé toute la sélection sur le diamant d'or. Woodcraft. Alors Woodcraft, on a une roue d'action, on va choisir une action sur cette roue. Si ça fait longtemps qu'elle n'a pas été utilisée, on va gagner des ressources. On va développer notre atelier. Donc on est des elfes ébénistes qui allons faire des petits objets dans les commandes pour satisfaire les clients et gagner de la réputation en les satisfaisant à temps. Il y a des actions qui marchent les unes avec les autres, de la production, des développements de plateaux un peu dans tous les sens, le fait de pouvoir couper et rassembler ces dés avec un petit côté un petit peu combinatoire, mais donc on a 3 couleurs de dés, mais si j'ai un 2 et un 2 et une station de gluage, peut-être que je peux gluer pour faire un 4.
Il y a des points de victoire à faire de diverses petites manières à droite à gauche, des assistants sur notre atelier, un grenier à remplir, les bonus, donc ce que demandent nos commandes et les bonus que ça rapporte, c'est assez s'user au tirage et ça peut plus ou moins bien se passer pour nous. Il y a un vrai côté casse-tête perso sur comment optimiser son action. Il a comme défaut que les tours des fois peuvent être très longs en fin de partie si on a vraiment besoin de résoudre le casse-tête de comment est-ce qu'on va faire une action. Et il manque peut-être un petit peu d'originalité dans le style, on est vraiment dans comment réussir à remplir ses commandes avec les bonnes ressources en faisant du développement. Donc moi je le trouve très chouette dans cette catégorie, il se démarque pas trop. Voilà. Donc c'est tout pour le diamant d'or. J'avais dit que j'en parlerais rapidement, j'en ai pas parlé si rapidement que ça. Mais voilà, donc ça c'est les 8 jeux du diamant d'or que j'ai présentés donc dans l'ordre du classement. Donc Marrakech qui est le vainqueur de l'année. Je crois qu'actuellement il est pas trop trouvable mais que ça devrait être rapidement le cas. Et Sabika en deuxième que moi j'aime beaucoup. Voilà. Et 6 autres qui sont très bien. Hop. Du coup, on repart sur d'autres jeux auxquels j'ai joué, qui n'ont pas encore gagné de prix, mais là il y a EGA en ce moment, donc qui sait. Donc Voyageurs du Tigre du Sud, c'est le dernier de la catégorie de chez Philips, voilà, avec ces illustrations-là. On a un plateau devant nous, il y a un système de pose de dés, donc on a un pool de dés chacun qu'on va lancer, et à chaque tour, soit on pose un de nos dés sur une de nos actions, soit on pose un de nos ouvriers sur une des cartes pour faire l'action qui est en face. Le but de tout ça, ça va être de collectionner des symboles et des manières de les rentabiliser pour avancer sur cette piste de voyage, qui se déclenche lors de certains pouvoirs ou quand on fait un repos et qu'on lance nos dés, et marquer des points en fonction de la combinatoire de nous on a des points pour tel et tel critère parce que tel et tel truc. Moi, tous ces jeux, c'est pas trop mon délire. La collection de symboles avec des valorisateurs sur tel ou tel élément. Mais il marche très bien dans la catégorie. Il y a un vrai jeu de rush sur la course du voyage au milieu qui peut faire des parties très courtes. Moi j'ai tendance à jouer le rush, donc si on a bien repéré les passages et qu'on a joué purement en fonction, on peut gagner sans avoir fait trop de points autour, parce que les autres n'ont pas eu le temps de rentabiliser leurs cartes. Ça, je pense qu'avec l'expérience, ça se joue un petit peu différemment. Il reste quand même une grosse question de lecture du jeu, de qu'est-ce qui va être possible, avec quel symbole, en fonction des tirages, en fonction de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va être libéré, qu'est-ce que j'ai comme point B si jamais cette carte-là tombe pas. Moi, c'est pas ce que je préfère. Il y a vraiment de l'analyse de qu'est-ce qui est disponible sur le plateau. Voilà. Après, le reste de la mécanique est plutôt sympa. On a donc nos dés. En fait, à quoi ils vont correspondre? On va avoir une petite grille qui va être modifiable au fur et à mesure, qui va nous donner des symboles, et les symboles vont nous permettre de se placer sur certaines actions spéciales. On a deux types de ressources, les provisions et les sous, qui permettent de faire les deux gros types d'actions, de récupérer des cartes en bas de chez nous. Et on a des points pour ces lots de cartes, pour les spécialisations, pour se diversifier, pour tout un tas de trucs. J'y ai rejoué à 2, je pense que c'est pas une mauvaise config, les cartes se renouvellent un peu moins vite. J'y avais joué à 4. Voilà, je pense qu'il est bien dans sa catégorie. On a des guildes aussi qui nous permettent d'avoir des petits bonus en plus. C'est vraiment un jeu de collection et de critères de points sur différentes cartes qu'on va placer devant nous. Il n'y a pas vraiment de question de tuiles, hein, il y a une disposition, mais il n'y a pas de position spatiale vraiment. Qui est pour le coup en catégorie expert et qui, je pense, il n'y a pas beaucoup de très bons jeux en catégorie expert, vraiment dans cette catégorie de collection et de bonification des uns des autres. Donc, dans cette catégorie, il a parfaitement sa place. Après, moi, c'est pas la catégorie que je préfère. Hop. J'ai joué à Village Rails. Alors, on pourrait dire que c'est un peu la même chose. On va avoir un marché de cartes et donc un marché de cartes rail. On va en prendre un par tour et un marché d'objectifs. Et on va pouvoir mettre à chaque fois un rail et un objectif en face d'une de nos sorties. Et on va marquer des points une fois qu'on aura complété un chemin entièrement en fonction de ce qu'il y a dessus, des objectifs qu'on a mis en face. Et on va pouvoir jouer donc une de nos cartes de nos mains qui nous permet de récupérer des sous, qui nous permet d'avoir plus de variabilité sur ce qu'on choisit. On est purement dans la petite combinatoire d'optimisation, de scoring, de trucs comme ça. Là, c'est dans un format où j'apprécie ça nettement plus. Ça dure une demi-heure en gros. J'ai trouvé ça assez plaisant, il y a des petits renoncements, il y a le fait de devoir garder 2-3 sous pour pouvoir avoir la flexibilité qu'on veut plus tard. Voilà, c'est peut-être pas inoubliable et le jeu à avoir à tout prix, mais j'y rejouerai vraiment bien. Et je trouve que dans ces catégories, son format, il est pas mal du tout. Hop. J'ai fait un Colorado, donc ça j'en ai déjà fait plusieurs parties. C'est un espèce de jeu de cette famille où on appelle une carte. L'autre à qui on a demandé nous la donne ou pas, mais dans tous les cas ça va déclencher une action en fonction de la carte qui a été donnée, parce que sinon on nous donne autre chose. Donc selon 3 catégories, donc cocher une case, récupérer des cartes ou jouer des cartes avec des pépites.
plus ou moins, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pas beaucoup plus. Ce qui va redéclencher les pouvoirs, ce qui va redonner des trucs avec une petite course encore pour aller finir des zones, pour aller gagner des points de diverses manières. C'est assez plaisant, ça marche bien. Autour de moi, il y en a des ultra fans. Moi, je suis pas ultra fan, mais je trouve ça très plaisant. Hop. Ostia. Donc, Ostia, ça s'est arrivé tout récemment. C'est un Kickstarter, moi j'ai des potes qui l'ont fait. Ça va être un jeu sur lequel on va essayer de progresser le long de routes maritimes, je crois, de base, et récupérer des symboles pour faire des points de victoire. Et il y a un système d'Awalé qui est assez chouette. Alors moi, les systèmes d'Awalé, souvent j'ai un peu de mal parce qu'en fait, j'y arrive pas très bien. Et du coup, je visualise mal ce que je vais pouvoir faire dans 2-3 actions et je me concentre trop sur la tactique là-dessus et pas assez sur l'orientation de jeu. Par exemple, moi dans Trajan, je perds le côté gestion du jeu parce que je suis en train juste de me concentrer sur compter qu'est-ce que je peux faire comme action et du coup, ça m'intéresse pas. Là, c'est assez simple. Ça a le truc assez plaisant que l'action qu'on va faire, donc à chaque tour, on va prendre les bateaux d'une de nos actions, les égrener, et on va réaliser l'action depuis laquelle on est parti. Donc ça, c'est assez cool. Et ça va donner l'action sur laquelle on arrive. On fait l'action de là où on arrive, mais on gagne des ressources de là où on est parti. C'est ça. Hop. Donc là où on arrive, ça déclenche une action tout de suite, et là d'où on est parti, ça va nous permettre de récupérer des ressources. Ou l'inverse. Je ne sais plus. Ces ressources, c'est ce qu'on va dépenser pour faire l'action. Donc quand on déclenche une action, on va devoir dépenser un certain nombre de ressources qui sont sur l'action pour faire l'action à une certaine force. Ce qui fait qu'il va vraiment y avoir des moments où on va essayer de regrouper nos bateaux pour essayer de se charger en un max de ressources, et d'autres fois on va faire des actions pour un peu les enchaîner. Il y a en plus une case qui permet d'enchaîner les actions. Et ça c'est assez malin parce que du coup, comme en plus c'est un jeu de course un peu sur le plateau, il y a un vrai jeu de timing de on va essayer de gonfler un peu ce qu'on peut faire, de faire des actions très efficaces à un moment, et à la fin de la partie, potentiellement on n'aura plus grand chose à faire, et si on a trop grillé nos billes trop vite, ben on se retrouve un peu à galérer sur la fin de la partie. Donc tout dans cette évaluation de timing, ça j'aime vraiment beaucoup, sachant qu'en plus de ça, il y a quand même plein d'actions où comme il y a un côté course à plein d'endroits, le fait de partir vite nous permet aussi d'avoir des bonus que les autres n'auront pas, de piquer des cartes, de piquer des trucs, quitte à stocker un peu moins avant de faire les actions qui nous intéressent. Faire des grosses actions d'un coup, ça peut aussi être vraiment bénéficiaire. Donc toutes ces questions, moi je les trouve vraiment très intéressantes. C'est possible que le jeu soit un petit peu répétitif dans ce genre de dilemme. Il y a des petites extensions qui sont sorties avec le KS que j'ai pas essayé. Et voilà, et donc il y a quelques actions à faire, récupérer des cartes qui vont faire des points, aller se balader là-dessus pour aller mettre des présences dans des villes sur lesquelles on va pouvoir plus tard construire des bâtiments qui vont améliorer les actions, et récupérer des tuiles en étant le premier arrivé à certains endroits qui vont nous permettre de bonifier certaines cartes et certains bonus de fin de partie globalement en fonction de ce qu'on a fait. Donc c'est vraiment malin, c'est pas trop lourd, sur le papier ça me tentait pas trop, et en y jouant je me dis c'est pas mal, et c'est pas trop lourd. On est dans un format intermédiaire expert. Je pense que pour bien jouer c'est pas si simple, mais c'est pas du gros jeu. Hop. The Great Split, je pense aussi que j'en ai déjà parlé, c'est un jeu de partage et de draft. Donc en gros on va avoir une main de cartes, on va choisir de mettre un séparateur là où on veut sur cette main de cartes, on leur donne toutes les cartes, et là on fait passer au voisin. Le voisin va choisir de prendre soit les cartes à droite, soit les cartes à gauche du séparateur, il va nous rendre les autres. Donc nous on va faire pareil avec notre voisin, donc on va se retrouver avec un certain nombre de cartes, une partie récupérée du voisin, une partie qu'on nous a laissée de notre main, et ensuite on va pouvoir améliorer nos pistes en fonction des cartes qu'on nous a laissées, plus une avancée bonus en fonction de tout ça. Et il y a des décomptes sur des critères qui vont arriver à certains moments de la partie, avec des bonifications en fin de partie, quand on a fait des médailles en fonction des bonnes pistes. C'est assez plaisant, moi je trouve ça un petit peu plat, mais c'est facile à sortir, c'est facile à expliquer. Voilà, c'est un jeu de partage. Il y a des gens qui aiment beaucoup autour de moi. Moi, j'en ferai pas 15 parties d'affilée. Mais désolé. J'ai fait Dice Theme Park, qui est donc un peu la suite de Dice Hospital que j'avais pas joué du tout. Ça va être un jeu où on va récupérer des attractions vers chez nous, et on va avoir des dés qui vont démarrer au début de notre plateau. Et un petit côté un peu casse-tête chez nous pour utiliser les pouvoirs avec les bons dés, et ensuite placer le dé à côté, ce qui va nous permettre petit à petit d'activer chacun de nos bâtiments en gagnant des ressources et des revenus, enfin des points et des revenus en fonction de par là où on est passé. Chaque fois qu'on active un bâtiment, ça nous fait des trucs. Donc c'est vraiment du déplacement avec les dés qui décroissent petit à petit, où on essaye de les avoir au bon endroit à la bonne position. Un petit système avant d'achat au marché en fonction de valeurs jouées, de petits pouvoirs en plus. C'est assez sympa, c'est du casse-tête beaucoup solo, avec un tout petit peu d'interaction sur le choix de ce qu'on va faire. Qui est plutôt rigolo, je m'attendais à moins bien.
Voilà. Donc je suis plutôt assez contente. J'ai presque envie d'y rejouer. C'est quand même très très solo dans son coin et de la pure résolution d'aller regarder quel est le chemin le plus efficace. Mais ça change un petit peu. J'ai joué à Hadara. Donc pour moi c'est un grand classique, un jeu de draft que j'aime beaucoup, qui a deux systèmes de draft un peu différents. Donc du draft on va choisir sur le marché central, un petit peu avec des critères à la Seven Wonders pour faire des points. Donc on a quatre grosses pistes sur lesquelles on va pouvoir avancer. Le jaune qui va nous donner des sous, le rouge qui va nous permettre d'avoir des colonies, le bleu qui va nous permettre de faire de la culture, et le vert qui va nous permettre de garder nos cartes. Si on doit effacer les cartes, on perd les critères, donc c'est la nourriture. Et pour ça, à chaque tour, on va pouvoir avoir d'abord l'opportunité. Donc on joue 3 manches et en chaque manche, ça joue en 2 phases. Phase A, on va avoir l'opportunité une fois d'acheter une carte de chacune des couleurs. On en pioche 2, on en choisit une, l'autre on la défausse. Celle qu'on choisit, soit on la garde et dans ce cas on la paye, soit on la jette et dans ce cas on gagne des sous. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir une phase de revenu où on va faire un peu ces différentes étapes-là. Puis en phase B, on va pouvoir acheter chacun notre tour jusqu'à avoir acheté 5 cartes, ou avoir eu l'opportunité d'acheter 5 cartes qu'on peut défausser, des cartes du dessus des défausses. Donc là, parmi tous les joueurs, donc on peut beaucoup plus se spécialiser dans une couleur. Sachant que plus on est spécialisé dans une couleur, moins les cartes de cette couleur-là nous coûtent cher. Donc tout est sur l'achat central, et ensuite on refait une phase de décompte. C'est étendu sur les sous, il y a des médailles à acheter, différentes manières de faire des points, les cartes valent des points, il y a quoi on renonce pour faire quoi en permanence. C'est tout bête, mais pour moi ça marche vraiment bien. Il y a une petite extension qui lie un peu les axes. Voilà, là on a joué 100, mais moi c'est un jeu que je sors relativement régulièrement. À 4-5 c'est très bien. Voilà, à 3 c'est un peu moins fun parce qu'il se passe moins de choses sur les cartes à récupérer en phase B. Là où on va un petit peu plus les drafter en fonction de qui prend quoi au milieu. Voilà. J'ai fait la baie des marchands, j'y avais déjà joué. C'est un jeu de cartes où on doit faire des paquets de cartes devant nous de valeur 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 7, puis 8. Voilà. Et pour ça, à chaque tour, on va soit jouer des cartes de la bonne valeur, donc il faut avoir un lot de cartes de même couleur de la valeur qu'on doit avoir, soit acheter des cartes au marché en dépensant, enfin, qui cette fois-ci, moi, elle est dans notre défausse, la valeur de cartes pour récupérer des cartes. Ça va nous permettre d'avoir une main un petit peu variable comme ça, donc de réussir à construire sa main, d'assez construire sa main pour avoir de quoi finir notre série, mais de pas trop traîner à poser ses cartes non plus, avec des petits pouvoirs qui vont nous permettre, en fonction des catégories jouées, d'obtenir différents modificateurs. Ça marche plutôt bien, c'est vraiment court, c'est assez malin dans les choix à faire. Je trouve pas ça extraordinaire non plus, mais ça vaut le coup de le découvrir et j'en referai bien peut-être à 2-3 parties quasiment d'affilée pour bien saisir cet équilibre. J'avais déjà joué il y a longtemps. On a fait un Ibris. Donc Ibris c'est le gros jeu, un des gros jeux qui est sorti récemment, une production française, tout ça, avec des héros qui vont partir sur différentes parties du plateau pour aller activer des lieux. Donc il va y avoir un système vraiment de répartition d'action, on a nos bonhommes devant nous et on va leur associer des jetons de lieux pour dire où est-ce qu'ils vont aller. Donc on va planifier ça avant le tour de jeu, sachant qu'on a un dieu qui peut aller où on veut. Et ensuite, chacun notre tour, on va choisir un des bonhommes et l'envoyer là où on a dit qu'on allait l'envoyer pour aller faire ce qui correspond au lieu. Donc globalement, aller mettre des bâtiments dans l'usine qui va préparer à les produire plus tard, aller produire des bâtiments, aller récupérer des cartes diverses et variées, aller participer à la résolution de quêtes. Tout ça, ça va nous permettre d'obtenir différents éléments, et notamment des étincelles et des prieurs, et je ne sais plus trop comment ça s'appelle, pour aller débloquer différents pouvoirs devant nous. Donc on va récupérer des éléments comme ça petit à petit du jeu devant nous et petit à petit débloquer des gros pouvoirs, et si on a réussi à débloquer tous nos plateaux, on a gagné. On peut aller s'embêter quand quelqu'un fait une action quelque part, on peut aller le combattre. Il faut avoir des billes pour pas trop perdre son temps à le faire, c'est quand même très cher de perdre un combat. Si jamais personne n'arrive à gagner en ayant fini tous ses équipements avant la fin de la partie, là on va compter des points de victoire. Si on s'embête pas trop, quelqu'un va gagner avant la fin de la partie. Même si ça peut être vers la fin de la partie. C'est vachement malin. Il y a quand même des choses qui sont vraiment très plaisantes sur où est-ce qu'on va se placer. Tout est tendu. On peut vraiment choisir des axes plus que d'autres. On peut avoir plus de bonhommes, mais c'est pas non plus la panacée absolue et c'est pas si facile que ça à obtenir. Débloquer les trucs sur le plateau, c'est toujours bien, mais le comment est vraiment intéressant. Il y a des questions de timing, des questions d'interaction. Voilà, il y a un truc un peu violent par moment. Le fait de perdre un combat parce qu'on n'a pas eu de bol, ça peut vraiment faire mal. Mais le
cœur du jeu reste vraiment le développement, il reste vraiment chouette. J'y avais joué sur le proto il y a longtemps. Les petites icônes impossibles à lire de loin où on sait pas ce qu'on fait si on n'est pas à 2 cm du plateau, c'est pénible, mais on s'y fait. Et ouais, ça j'ai bien envie d'y rejouer. J'ai fait des secrets de mon père. Donc le secret de mon père, c'est un jeu de placement d'ouvriers qui est pas si complexe que ça, qui est un peu long. Comme info, on est bien assez 4 heures, je pense, les 2 fois, avec un scénario sur une tablette qui raconte une histoire. Donc on est un peu dans du médiéval fantastique, un peu à base de savant fou. Donc on n'est pas dans de l'épique, on est plutôt dans du un peu glauque. Et moi ça j'aime bien. C'est plutôt bien raconté, c'est trop verbeux, c'est très long, mais c'est bien raconté. Vraiment, l'ambiance y est vraiment. Moi je me fatigue un peu à la fin de la partie. Et le placement d'ouvriers n'est pas inintéressant. On a des bonhommes qui peuvent aller dehors sur les actions de village pour aller récupérer en gros des ressources, et des bonhommes qui peuvent chez nous aller réaliser des expériences avec ces ressources ou d'autres choses. On a des pistes de colère de la foule et de folie qui vont nous mettre plus ou moins des malus, mais qui peuvent être des bonus si on a des obsessions qu'on réussit sur divers endroits. Et on va jouer en 3 générations, et à la fin de chaque génération, on perd quasiment tout. Donc on perd toutes nos ressources, on garde nos points bien évidemment, et on va garder une seule des expériences qu'on a réussi à faire dans cette manche comme prérequis pour celle d'après. Donc on monte quand même en puissance, et la connaissance surtout. Il y a une grosse partie connaissance qui va être vachement importante, dans laquelle il faut réussir à investir assez tôt pour avoir des réductions sur toute la suite. Ce qui fait qu'il va quand même y avoir une montée en puissance au fur et à mesure des 3 générations, avec des choses qui nous tournent sur la tête, on ne sait pas trop quoi. L'appli est faite pour que chacun des joueurs mette son nom, et du coup il y a des événements sur lesquels on va faire des choix qui vont avoir des conséquences plus tard. Je trouve que c'est un petit peu opaque des fois quelles conséquences va y avoir sur quoi. On subit un peu le fait de réussir ou pas certains de ces objectifs-là, les courses dessus, des fois on a les éléments qui nous permettent de le faire ou pas. Côté édition, c'est ultra magnifique, voilà, peut-être un petit peu pour rien, mais c'est ultra magnifique et ça contribue à l'ambiance pour un jeu comme ça. Donc ça, j'ai trouvé ça plaisant. Je sais pas si je leur ferai 50 parties, mais je ferai bien au moins le 3e scénario. Les scénarios sont quand même pas mal rejouables parce que quand même il y a plein de choix d'embranchement, des choses qu'on construit pas, il se passe des choses et la tactique dans tous les cas est intéressante à rejouer. Voilà, après il faut savoir que le texte est très présent et pas mal nerveux. Il y a eu l'As d'or, donc j'ai joué pas au jeu enfant parce que j'ai pas d'enfants autour de moi en ce moment, mais les 3 autres gagnants, j'y ai joué là dans la période en plus. Donc Acropolis, c'est un jeu vraiment de construction avec des tuiles qui s'empilent, qui marche très bien, qui est facile à sortir, et moi je trouve que les choix qu'on y fait sont intéressants pour son format, hein. Voilà, donc on a certaines spécialités, un système de marché, où on aime bien prendre la chose que veut le joueur juste après, mais pas celui que veut le joueur juste avant. On est obligé d'avoir quelques pierres en réserve et de bien construire pour réussir à avoir de la monnaie. Construire en hauteur, c'est vachement bien, mais c'est pas toujours simple, etc. Ark Nova, qui est un de mes jeux préférés, auquel j'avais moins joué en fin d'année après Essen, mais là je recommence à y jouer pas mal et j'adore. Et Challengers, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. Tiens, je vais voir des images. Ouais. Donc là on a fait un Acropolis. Challengers, ça c'est la photo des scènes parce que j'ai pas repris de photos depuis, mais j'y ai pas mal rejoué. J'y ai même joué en solo, avec un côté réussite, hein. Je dis pas que c'est l'extase totale, mais c'est plaisant. C'est vraiment du deck building avec un gros hasard sur ce qu'on va récupérer, mais on essaye de s'adapter un peu en permanence pour avoir l'équilibre de notre deck qui nous plaît. Il y a plusieurs petites combos de cartes qui sont tout à fait possibles, et on va affronter en tournoi chacun des joueurs avec un système un peu de capture the flag, donc un système un peu de sport avec l'un qui prend l'ascendant et l'autre qui doit aligner jusqu'à avoir l'ascendant. Donc il faut aligner pas mal de cartes pour obtenir la valeur qu'il y a en face en défense, et ensuite c'est que les dernières cartes qui jouent en défense. Donc il y a le fait de ne pas avoir trop de petites cartes, en même temps il y a des jolis combos des fois qui sont faisables sur les petites cartes. Donc moi j'aime beaucoup et je trouve ça très très addictif. Je vais quand même mentionner, et derrière je vais avoir une photo d'Ark Nova. Voilà, donc Ark Nova j'adore, jeu de gestion de zoo, on en a parlé 100 milliards de fois. Sur la sélection, donc sur les As d'or, il y avait District Noir qui est un jeu à 2 que je trouve plutôt malin, un petit jeu de cartes, ou pourquoi pas y jouer, c'est assez abstrait par contre. Cette Notade, j'y ai pas joué. La catégorie enfant, je connais rien. La catégorie initiale, donc il y avait Challengers que moi j'aime beaucoup, Turing Machine qui est du casse-tête. Alors moi qui ai fait de l'informatique et des TD de logique, on est vraiment dans le TD de logique avec les conditions qui peuvent le faire ou pas, aller chercher le seul point réalisable avec tous les critères voulus qu'on peut interroger petit à petit. Donc en gros on rentre des combinaisons et on dit est-ce que ça satisfait tel critère ou pas. Donc, par exemple le critère rouge par rapport à bleu, lequel des deux est le plus grand. Et donc petit à petit comme ça on va pouvoir déduire quel est le bon critère. Il y a aussi le fait qu'on sait que ça a une seule solution et qu'on connaît un peu le type de critère qu'il va y avoir. Par exemple, entre rouge et bleu, lequel est le plus gros, et est-ce que un truc sur la parité de jaune, ou des choses comme ça.
Donc on sait qu'il va y avoir une combinaison qui va être exacte et toutes les autres fausses. Et on doit deviner en un minimum de coups, en un minimum d'essais, d'interrogations de critères. Donc il faut à la fois bien choisir ces critères, les interrogations qu'on va faire pour avoir un maximum de recoupement, et à la fois bien déduire derrière, donc sur de la résolution de problèmes de logique, en gros, qui est bien dans son style. Voilà. Et avec un matériel qui est très agréable et un truc qui fait que ça marche bien avec un système un peu de cartes perforées. Et Alice is Missing, j'y ai pas joué, mais en gros, c'est du jeu de rôle par forum. Donc, on a un truc écrit et on a une situation qui se présente. Chacun raconte un peu ce qu'il veut avec un cas. Donc, Alice a disparu, on est des potes d'Alice et on essaye de décrire ce qui s'est passé dans les jours passés. Je crois qu'il y a un support de cartes. Moi, j'y ai pas trop joué, qui vont nous donner des éléments. Et c'est à nous d'interpréter et d'interagir, surtout par écrit. Alors, moi, ça me fait beaucoup rire parce que j'entends tout le monde dire que c'est super novateur d'avoir un système écrit pour faire du jeu de rôle. Moi, j'ai passé toute mon adolescence à faire du jeu de rôle Harry Potter par forum, qui était un petit peu ça. Il y avait une situation globale et on interagissait autour de ça sur les relations, sur aller chercher des éléments, de trucs où c'était nous qui inventions est-ce qu'elle allait marcher ou pas. Donc j'ai l'impression que ça s'en rapproche. Je suis pas contre du tout essayer. Voilà. Mais du coup, moi, c'est clairement Challengers mon préféré, donc je suis assez contente. Et sur la catégorie expert, donc là, la Ark Nova qui pour moi est ultra addictif, et de toute façon, vu le succès que ça a eu, ça ne pouvait pas ne pas gagner, ne serait-ce que parce que les gens sont contents de voir gagner un jeu qu'ils connaissent, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert Ark Nova. Et ensuite, il y a Carnegie, donc j'en ai déjà parlé pour les Diamants d'Or, que je trouve très bien dans son style et qui n'est pas trop mon truc, et Fédération, donc c'est... Les éditeurs sont des potes, donc forcément, moi, je suis un peu partiale, mais moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est un super jeu à 4 joueurs, à 3 joueurs aussi éventuellement, sur de la pose d'ouvrier avec des grosses tensions, des gros trucs qui se passent. Il se passe vraiment un truc. C'est moins un jeu addictif qu'Ark Nova, mais je trouve qu'il y a des jolis éléments qui se passent d'équilibre sur le jeu. Potentiellement un peu de diplomatie, moi j'aime pas trop quand ça joue vraiment la diplomatie et la parlante. Par contre, il y a une question d'équilibre des forces autour de la table qui va se passer, qui va donner intérêt à mettre ses billes dans 5 ans ou un autre. C'est ça qui peut jouer sans parlante, et moi ça j'aime beaucoup. Enfin, sans parlante, sans promesses et trucs comme ça qui moi sont moins mes délires. Ça peut jouer avec aussi, j'ai vu sur des tables. Et donc différents axes sur lesquels on va plus ou moins bourriner pour espérer faire des points. Avec une question de timing sur quand est-ce qu'on fait des points. Donc tout un truc qui coche des choses que j'aime bien. J'y ai pas joué là dernièrement, j'ai envie d'en refaire une, mais je crois que j'y ai pas joué depuis le mois de décembre. Hop. On a refait du Glenmore, donc la version Chronicles. Donc moi j'avais pas mal joué à l'ancien Glenmore. Le nouveau apporte un nouveau petit plateau qui bonifie un peu une des actions, qui est un peu plus agréable du coup côté gestion. Donc globalement Glenmore, comment ça va se passer? On va être sur une piste comme ça d'un peu de temps. Le joueur qui est le plus retardé va jouer en allant se placer sur la tuile de son choix et récupérer cette tuile qu'il va ajouter à son plateau. Donc pour ajouter une tuile à son plateau, il faut toujours que ce soit à côté d'un mec qui est déjà présent, et ça va activer et la tuile qu'on vient de placer et toutes celles autour, pour avoir des ressources, pour faire des choses, pour ultimement faire des points. On va récupérer en plus des éléments de 3 ou 4 critères différents qui vont en fin de tour, en fin de manche, parce qu'on joue en 4 manches, nous valoir des points en fonction de notre écart par rapport à celui qui est le plus derrière. Donc le but c'est de faire mieux que les autres sur ces critères-là. Ça marche assez bien, il y a de la petite du placement un peu géographique pour savoir comment vraiment rentabiliser nos trucs en produisant au bon endroit au bon moment. Une incitation à avoir un terrain assez petit, mais en même temps plus on a de terrain, plus on peut faire des choses. Et différents éléments qui marchent bien. Là, on a joué avec 2 petits modules que j'ai trouvé assez sympas. Donc, ma pote a une extension en plus. Donc, il y a plein de modules qui sont ajoutables tous ensemble ou pas. Et ça permet d'avoir un jeu un petit peu modulable pour découvrir de nouveaux petits aspects du jeu à chaque fois qui combattent bien avec le reste. Donc, ça faisait longtemps. Moi, je le trouve quand même froid, Glenmore. C'est pas mon jeu préféré. Je trouve que ça marche bien. Je trouve ça très très froid. Mais voilà, c'est pas mal. Et c'est du placement de tuiles, ce qui est moi mon truc. On a fait un Oros. Alors, Oros, j'en attendais beaucoup et je suis peut-être un petit peu déçue. Alors, j'en attendais beaucoup, oui et non. C'est un jeu sur les... J'ai pas eu ce que j'attendais dedans, en fait. C'est un jeu de tuiles où on va créer un peu un système volcanique avec des îles qui vont se déplacer, se merger, vraiment de la tectonique et recréer des nouveaux continents. Donc comme ça, on va avoir des tuiles qui vont se déplacer de l'une à l'autre. Sur le terrain, on va pouvoir les faire glisser dans un sens, les faire avancer dans un sens. Ça va créer des collisions qui vont faire que les terrains vont devenir plus gros. Donc si on met un 2 avec un 1, ça devient un 3. Quand on obtient un 8, donc il y a des questions de volcan qui font que c'est pas si simple que ça, il faut vraiment collisionner un 4 avec un 4, ou éventuellement plus tard un 3 avec un 4, mais un 2 avec un 4, ça fait pas un 6, ça fait un 4 avec un volcan à 2 dessus. Et les volcans, ça va pouvoir faire de la lave qui va recréer des petits territoires.
Donc il faut réussir à collisionner les trucs dans l'ordre. Quand on obtient un 8, ça nous crée un territoire sur lequel sont constructibles des bâtiments. Et ces bâtiments, ça va être une manière de faire des points de victoire plus ou moins un jour ou l'autre. Donc devant nous, on va avoir un petit plateau avec les différentes actions décrites dans lesquelles on va avoir un niveau. Donc nos actions vont s'améliorer au fur et à mesure de la partie quand on va faire de la recherche, enfin de l'enseignement, de la méditation, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et quand on va créer des bâtiments. Et les bâtiments concrets nous permettent aussi d'aller méditer dessus, en plus d'avoir des choses chez nous. Donc il y a une action méditer qui est je récupère 2 ou plusieurs 3 mecs qui sont en train de méditer pour encaisser mes points. Et les autres qui vont nous permettre de collisionner, de créer des occasions de faire apparaître des bonhommes. Cette action méditer, c'est aussi ce qui fait apparaître des bonhommes sur le plateau en les envoyant vers un bâtiment. Sinon, ils peuvent être envoyés gratuitement quand on construit un bâtiment. Du coup, il y a plein de choses qui se passent, mais quand même, l'intérêt majeur des choses, c'est de faire beaucoup de recherches. Donc pour ça, il faut faire un petit peu en boucle l'action recherchée et construire des bâtiments. Mais nous, on a rapidement eu les emplacements à faire des bâtiments, et comme les bâtiments ont 3 étages, 1, 2 et 3, et nous, on joue à 3, je pense que c'est pas la bonne config, je pense que 4, ça va être beaucoup mieux. On n'a que 3 bases de bâtiments, ou 4. Donc une fois qu'on a fait toutes nos bases de bâtiments, pour construire, il faut que quelqu'un d'autre ait fait une base quelque part. Donc ça peut jouer un peu le tempo là-dessus et faire du blocage. Alors qu'à 4, normalement, il y aura quand même un petit rush une fois que quelqu'un a construit la base. Le fait d'être les 2 au-dessus à bénéficier de l'opportunité, ça a l'air d'être pas mal. Donc nous, on a quand même relativement fait les bâtiments qu'on avait à faire avant d'obtenir une situation un petit peu de blocage où il n'y avait plus qu'un seul joueur qui pouvait construire des bases. Peut-être qu'on les a construites trop vite. Et globalement, ce joueur qui avait construit moins de bases a fait en boucle l'action recherchée, et c'est un peu tout ce qu'on a envie de faire, envie de faire aussi à partir de la deuxième moitié de la partie du jeu. Il y a un petit système sur les actions qui fait que quand on utilise une action, il va falloir aller en utiliser une autre avant de pouvoir la refaire. Donc on va déplacer nos bonhommes comme ça au fur et à mesure, et on n'a pas une totale liberté sur quelle action on peut faire à quel moment. On a peut-être fait une erreur de règle en laissant plusieurs bonhommes se reconstruire, mais voilà, il y a trop tout qui tourne autour d'une action, et qui est une action un petit peu extérieure en plus à ce qui se passe côté tectonique, parce que la tectonique nous permet d'avoir l'opportunité de construire ces bâtiments sur lesquels on va pouvoir aller méditer, mais ça reste secondaire par rapport au fait de bourriner cette action-là. Ce qui se passe ensuite sur le plateau, on n'a plus eu grand-chose à faire à partir de la deuxième partie du jeu, il n'y avait plus grand-chose à faire sur le plateau, donc ça, j'attends de voir. Donc modulo l'erreur de règle, modulo des choses, j'ai quand même un petit doute sur le fait que ce soit vraiment bien à terme. Hop. On a fait un Galenus. Donc Galenus, j'aime beaucoup l'esprit. C'est un jeu où on va jouer des médecins dans la Rome antique. On a des critères donc, de philosophie, tout ça qui tourne autour de notre plateau avec différentes caractéristiques, et une piste de connaissances dans chacune des maladies. Le but principal du jeu, ça va être de monter sur ces pistes de connaissances, de diverses manières. Pour ça, on va aller soigner des malades, et donc quand on va soigner sur un quartier, on va pouvoir soigner à hauteur de tout ce qu'on connaît dans chacune des maladies, puis augmenter notre connaissance de 1 pas sur une de ces maladies. Et si jamais dans le même quartier, il y a quelqu'un qui avait soigné aussi avant nous, et qui est meilleur que nous dans cette maladie, il nous apprend quelque chose, donc on peut augmenter de 2 crans à la place de 1. Sachant qu'il y a des gros paliers à passer, et que pour passer ces gros paliers, il va falloir publier. Publier, ça demande d'avoir récupéré avant des focus, en ayant soigné des malades. Donc il y a un truc assez malin sur comment débloquer ces connaissances, qui nous donne donc des points de victoire, et il y a une course à être le premier à passer certains paliers. Et à la fin du tour, une course sur faire une conférence pour regagner des points et des bonus. Donc tout ça c'est assez malin, et le truc vraiment cool c'est qu'il y a un placement d'ouvriers avec une règle assez sympa, c'est qu'on a 6 ouvriers disponibles, et à notre tour on va de base placer un ouvrier. Puis au bout d'un moment, quand on n'a plus envie d'en placer, ou qu'on a vraiment des trucs à résoudre tout de suite, à la place de placer un ouvrier, on va commencer à les récupérer, jusqu'à ne plus avoir d'ouvriers sur le plateau, et une fois que plus personne d'ouvriers sur le plateau, c'est la fin de la manche. Et souvent, faire une action en premier, ça va avoir un intérêt, mais faire plus d'actions, évidemment, ça a un intérêt, mais il y a des trucs qu'on n'a pas envie de se faire griller, donc il y a un vrai choix de timing de quand est-ce qu'on passe. Je trouve que 6 bonhommes maximum, ça donne un peu trop envie de trop souvent tous les jouer quand on est moins de 4. Donc ça c'est peut-être un petit peu dommage, voilà, mais ça c'est à voir aussi avec le temps. Et il y a vraiment une jolie tension sur qu'est-ce qu'on va les piquer à quel joueur, voilà, sur différents lieux. Il n'y a pas 12 milliards de lieux. Il est vraiment très thématique, il y a plein de trucs très très sympas. J'ai un petit doute quant au renouvellement des parties, j'en ai fait 3-4. C'est vrai qu'elles se ressemblent un petit peu, la tension est jolie, mais elles se ressemblent d'une partie à l'autre. C'est vraiment de la course à la connaissance. Donc moi, c'est un vrai jeu que je suis vraiment très contente d'avoir. Je suis très contente de jouer. Côté édition, il est perfectible, la boîte est énorme et les textes sont tout petits. Mais il y a une vraie proposition d'un truc vraiment sympa étendu. Voilà.
On a fait un pipeline. Donc pipeline, c'est un bon jeu, un jeu de gestion bien tendu. On va tenter de raffiner du pétrole pour gagner des choses. Et ce qu'il y a, c'est que tout va coûter cher. Et au début, on a vraiment du mal à raffiner. Et petit à petit, ça va rapporter quand on va réussir à raffiner des meilleurs trucs. Mais c'est pas évident. Pour ça, on va devoir avoir un circuit de tuyaux devant nous qui vont nous permettre d'avoir la bonne longueur pour raffiner les bons trucs dans les bonnes proportions. J'aime vraiment beaucoup le principe du jeu. Il est frustrant et punitif. Et à un point que je trouve un petit peu dommage. Il y a une question... Pour moi, en fait, il y a une action sur laquelle j'étais un petit peu... donc j'avais déjà joué, hein, mais pas beaucoup. Et il y a une action qui est prendre des développements, en gros des technologies. Et quand on fait l'action prendre une technologie, on en prend une ou deux, c'est très cher. Et on peut en enlever une de possible. Il y a genre 4 lignes. Je ne sais plus exactement combien, mais 4 ou 5 trucs différents. Et on peut, donc ceux qu'on a pris nous, les autres ne pourront pas le prendre dans cette manche. Et on en choisit un autre que les autres ne pourront pas prendre non plus. Il y a 3 niveaux de technologie par catégorie. Les niveaux 3 sont vraiment très bien et c'est vraiment une planification long terme de les faire. Sauf que du coup, on subit quand même un petit peu qui va être premier au début de la deuxième et troisième manche. Donc il y a un truc pour jouer sur l'ordre du tour qui n'est pas évident parce qu'en gros, on a envie d'être dernier à l'avant-dernier tour pour pouvoir repasser premier en dernier au premier tour. Ce qui se planifie un petit peu, mais ça dépend aussi de comment les autres gens jouent. Et on ne peut pas tout jouer en fonction de ça non plus. Et le gros truc, c'est que le niveau 1 des technologies, je le trouve un petit peu faible, donc elle est dépensée beaucoup pour faire un niveau 1 pour finalement être bloquée pour faire le niveau 2 et le niveau 3. Et le niveau 3, c'est vraiment un concours de circonstances, le fait de réussir à le faire en fonction de comment est-ce que les autres nous ont un peu laissé jouer, que ça, je trouve dommage. Je suis pas persuadée que ce soit une bonne idée que ce soit en 3 niveaux. Enfin voilà, là je parle vraiment d'une frustration sur un point assez précis, mais... Voilà, comme c'est un gros axe de développement et c'est un engagement vraiment assez fort qu'on prend en allant dans cette voie-là, même si c'est utile de le faire avant, ça nous coûte vraiment une blinde de le faire en âge 1 pour un truc où on peut pas s'assurer d'avoir le niveau 3. Donc ça, c'est frustrant. Ensuite, ce qu'on fait dans le jeu, c'est vraiment cool, parce qu'on va récupérer du pétrole brut qu'on va devoir raffiner en ayant récupéré des tuyaux partout et en allant les activer. Il y a des systèmes de machines qui permettent de les activer automatiquement plutôt que de dépenser une traction à les activer, sauf que du coup, ça coûte des sous et que ça devient difficile à bien gérer. Si on fait un peu n'importe quoi, on gagne pas beaucoup plus que ce qu'on dépense et on s'enterre. Si on joue bien, on a vraiment une marge pour faire des revenus qui sont vraiment largement supérieurs à ce qu'on a investi au début. C'est un jeu d'investissement. Et là, ça peut commencer à bien se passer. Il y a différentes manières de livrer sur les marchés, des contrats sur lesquels il ne faut pas trop se piéger à vouloir trop les faire parce que globalement, la principale manière de faire des sous, c'est de livrer au marché. Et même si on peut faire aussi des contrats et que ça se prépare. Et voilà. Donc, vraiment un principe d'investissement très cool, des systèmes de tuyaux un petit peu tordus qui peut plaire ou déplaire sur le côté un peu casse-tête de bien aligner les tuyaux. Un truc où on subit un petit peu les choix des autres par moment sur les tuyaux où du coup on n'a plus le tuyau dont on a besoin et ça, je trouve que ça peut être un peu une frustration pas trop corrigible sur des plans B qui peuvent s'avérer, on peut n'avoir aucun plan B potable avec un engagement assez fort envers les actions qu'on a déjà faites. Donc ça, c'est une manière d'être punitive que je trouve un petit peu dommage, mais le principe est vraiment très chouette. Je trouve ça dommage, parce que vraiment, je trouve que ça peut vraiment être un très très bon jeu. J'essaierai peut-être de faire une variante de règles au moins sur ces technologies, parce que moi, j'ai pas aimé comment ça s'est passé, point de vue de ce que ça donne sur la partie. Voilà. Mais, ouais. J'ai fait du Council of Shadow, j'ai refait une vidéo dessus la semaine dernière. Donc on a un peu du hand management, une planification sur différentes actions qu'on va faire pour aller récupérer des majorités, ce qui va nous permettre d'avancer sur des points de victoire avec un système de passage de niveau en fonction d'à quel point on a pris des grosses cartes qui polluent, qui est assez intéressant. Voilà, donc j'en ai parlé la semaine dernière un peu en long, en large, en travers. Sur la présentation des règles beaucoup. Moi j'aime beaucoup, c'est assez tendu, c'est pas du très très gros, très très long, mais c'est quand même pas si court que ce qui peut paraître au début. Et il se passe des choses vraiment intéressantes et j'ai vu gagner de plein de manières différentes, un peu surprenant. Donc ça c'était chouette. J'ai fait du À la recherche de la planète X. Donc ça c'est un jeu de déduction qui peut se jouer à plusieurs et en solo. Moi j'ai testé la version solo et c'est vrai qu'elle marche bien, qu'elle est vraiment assez plaisante, de façon je fais mon sudoku, hein, vraiment c'est ça, et encore une fois pas trop compliqué à sortir. On a une feuille devant nous, et il y a différents territoires, donc secteurs du plateau, sur lesquels il va pouvoir y avoir des éléments célestes comme une comète, un nuage de gaz, des choses comme ça. On sait qu'il y a
un élément maximum par secteur, et quelque part il y a le Planète X. Donc il y a des règles, par exemple, les nuages de gaz sont forcément à côté d'un truc vide, les comètes ne peuvent être que sur certains endroits, les planètes naines sont 4 et sont forcément dans un secteur de taille 6, enfin répartis sur 6 secteurs adjacents, avec 2 trous au milieu mais pas sur les bords, bref. Et pas la planète X au milieu. Donc petit à petit, on va pouvoir faire des déductions sur qu'est-ce qu'il y a où, et comment est-ce qu'on fait pour ça. Il va y avoir un système de pistes de temps, c'est celui qui est le plus en retard qui joue. Il va aller interroger l'appli, donc ça se joue vraiment avec une appli qui connaît la solution, pour dire je détecte le nombre de nuages de gaz entre les secteurs 4 et 10. Et ça va nous dire combien il y en a, et ça va nous prendre un certain nombre de temps, en fonction de sur combien de secteurs on a exploré. Il y a en plus de ça des petites conférences qui vont donner des infos un peu particulières, en mettant en rapport tel et tel élément qu'on va pouvoir aller interroger, qui vont nous permettre de gagner juste un petit truc de temps. Il y a un système de publication au fur et à mesure de partie, où on peut un peu dire ce qu'on sait déjà, ou parier sur ce qu'on pense savoir, avec de bonnes chances, pour avoir un système de points de victoire en fin de partie, parce que le but c'est de trouver le Planète X, mais c'est pas tout, on peut faire aussi des points autrement. Ce qui fait que chacun est impliqué quand même sur les déductions pendant toute la partie, et c'est vraiment malin, point de vue de comment ils se déduisent les choses, moi j'ai trouvé ça bien plaisant. Voilà, c'est du secours. Time Masters. Time Masters, c'est un deck building qui est pas du tout récent. Moi, j'avais joué à l'époque, peut-être en préparation, peut-être sur Internet. Je m'en souvenais plus du tout. Il y a vraiment un principe assez original. C'est un jeu qui ressemble pas tellement à d'autres, finalement, sur un principe de deck building. On va pouvoir acheter des cartes. Il y a toujours une carte niveau qui coûte 1, une carte qui coûte 2, une carte qui coûte 3, une carte qui coûte 4, une carte qui coûte 5. Et pour ça, on va lancer des sorts grâce à du mana qu'on accumule devant nous. Et chaque sort qu'on lance nous donne son effet plus un point d'achat. Donc on a envie de lancer plein de sorts. Et il y a des trucs pour temporiser, donc qui jouent donc sur déclencher les sorts plus tard, et qui nous donnent des bonus quand on a mis assez de sorts dessus, si on a réussi à récupérer des temporisateurs. Le principe est très malin, par contre il y a un énorme problème de rythme de jeu. Là j'ai joué, j'ai largement perdu, et mon adversaire faisait des trucs très bien, mais il y a des tours, donc à deux, ça se joue à deux, et je pense que c'est la bonne config, peut-être ça peut jouer à plus, mais des fois il y a des tours qui peuvent durer un quart d'heure, voire plus, chez l'adversaire, avec beaucoup de résolutions à faire, donc fatalement un peu du temps de manipulation qui se passe. Dans un jeu, quand on attend un quart d'heure son tour avec 4 cartes en main, où on sait déjà ce qu'on veut faire depuis 10 minutes, et qu'ensuite on joue 1 minute et que l'autre rejoue 10 minutes, pour moi c'est problématique. Du coup, j'ai trouvé ça... On a fait 2 parties. La première, c'était désagréable, mais je me suis dit, c'est parce que je mal joué. Et la deuxième, mon adversaire avait des combos qui permettaient vraiment de faire des tours très très longs. Et là, j'ai dit, ça marche pas. Voilà, mais c'est dommage, parce que l'idée est vraiment bien. Mais, donc apparemment, toutes les parties ne sont pas aussi grotesques que celle-ci. Mais là, ça... Ouais, tour trop long et partie un petit peu longue pour ce que c'est aussi. Hop. J'ai fait du Dictopia. Dictopia, c'est un mini jeu de lettres qui se joue en 5 minutes, peut-être 10. En plusieurs manches. On a 8 cartes en main et on essaye de faire un mot qui va avoir plein de lettres dedans. Chaque lettre dans le mot nous vaut 1 point. Donc si on fait des mots longs, c'est bien. Il y a un objectif en termes de petits yeux dessus qui dit que si on arrive à avoir pile le bon nombre de yeux, c'est cool. Et dans les manches un peu après, on a des thèmes qui disent que si on respecte le thème, on a des points. C'est cool aussi. Du coup, on a juste envie de faire un mot. Je crois qu'on a 1 minute 30 pour faire un mot avec nos cartes, ou sur sa carte, on a le choix entre 2 lettres, toujours une voyelle et une consonne. Ce qui donne vraiment pas mal de flexibilité. Et c'est facile pour avoir un petit jeu de lettres très très facile à sortir, qui se joue et côté matériel, et côté explication de règles, et côté temps de jeu, très très facilement, si on aime faire 1 ou 2 mots comme ça. Après voilà, c'est un jeu où on aura fait 4 mots dans notre partie, de notre côté, avec notre main, dans limité. Pourquoi pas. Les thèmes sont plutôt... Il y en a qui sont plutôt sympas. Mais... Quirky Circuits. Donc ça c'est un jeu, c'est The Mind qui rencontre Roborally. On va avoir un personnage à déplacer tous ensemble sur la carte. Donc là c'est la boîte là, il y a une autre boîte qui existe. Sur cette boîte là il y a 2 éléments, donc soit un chat sur un combat, soit un pingouin qui glisse sur la glace, qui ont 2 petites règles un petit peu différentes de déplacement. Mais dans l'idée, on va devoir le déplacer dans la carte en faisant un circuit. Et pour ça on va avoir des cartes devant nous qui vont donner le fait de tourner ou d'avancer ou de reculer dans certaines directions. Et à partir du top départ, on va pouvoir jouer ces cartes face cachée. Donc sur le dos, on sait juste si c'est avancer ou tourner, sur une ligne pour aller résoudre les trucs. Donc il faut essayer de penser à ce que les autres ont fait avec la répartition des cartes, qu'on envoie nous et tout, pour essayer de le mettre au bon endroit. Une fois que plus personne ne veut jouer de cartes, on révèle, on déplace le petit machin, et le but c'est ici d'attraper tous les drapeaux.
Voilà, et ensuite manche suivante à partir de là où on a démarré. C'est vraiment assez marrant parce que il y a ce qu'on comprend de ce qu'ont fait les autres sur le plateau, et puis des fois on n'a pas les cartes pour faire pile ce qu'on voudrait et se faire comprendre pile comme on voudrait. Donc on tente un peu des choses et on espère que les autres vont comprendre plus ou moins ce qu'on a fait et ne pas totalement nous mettre dedans. J'aime vraiment bien le principe. Voilà, moi j'avais joué à l'autre boîte avant, qui est une boîte où il y a 4 personnages, donc il n'y a pas le pingouin, mais il y en a 3 autres. Et celle-ci est peut-être un petit peu plus facile d'accès et un petit peu moins cher. Il n'est pas facilement trouvable le jeu. J'ai fait du Terraforming Mars, j'adore Terraforming Mars, j'en ai fait 2 parties, j'en ai fait une à 2 avec notre variante de règles spéciale qu'on aime bien avec mon joueur de Terraforming Mars, je vous remettrai le lien dans la description, et j'en ai fait une à 3 ou 4, voilà, où ça, avec les vraies règles, quand même avec Colonie, j'aime bien l'extension Colonie, moi je trouve que ça donne un aspect intéressant, et ben c'est bien, voilà, ça reste un excellent jeu, j'y joue des fois aussi contre l'IA sur mon PC qui est nul, mais c'est pas grave, c'est marrant quand même, et voilà. Donc Terraforming Mars c'est bien, moi j'adore. Hop, Dead Reckoning. Donc Dead Reckoning, j'en ai déjà un peu parlé dans d'autres vidéos. Ça va être un jeu donc, de John Declair avec du deck building où on a le même nombre de cartes tout du long, mais on va pouvoir venir y glisser des choses et là on va pouvoir les faire évoluer jusqu'au niveau 4. L'évolution est automatique, à chacun de nos tours on a une carte qui évolue d'un niveau et elles ont des spécialités. Et donc toutes les actions majeures vont se faire via l'évolution des persos. Donc on choisit vraiment comment est-ce qu'on fait évoluer notre deck. Il y a un certain nombre de cartes qu'on peut garder d'un tour à l'autre ou pour tout cramer d'un coup. Ça va nous permettre de jouer à un jeu de pirate, plus ou moins, de corsaire, où on va aller balader nos bateaux sur la carte pour aller faire de l'influence, pour aller prendre le contrôle d'îles. Et aller combattre les autres de manière à obtenir des objectifs un peu qui nous rapportent des points, de produire, d'aller piller en récupérant des pièces qui vont nous faire des points de victoire. Je trouve ça vraiment malin, je trouve ça vraiment chouette. On y a joué à 3 et c'est vrai qu'en termes d'équilibre de temps de partie, c'est pas mal. Il a aussi le défaut que les tours des joueurs peuvent des fois être longs. C'est pas non plus des tours d'un quart d'heure, mais il y a des fois où nous, on a des tours un peu courts pendant que les autres ont des tours longs, et ça peut être un petit peu pénible. Il y a des questions de chargement sur notre bateau, de quelle distance on va pouvoir voyager, de tout ça, c'est... moi, je trouve ça vraiment malin, le fait de pouvoir acheter les cartes de modification, de s'orienter vers certains trucs. Voilà, moi, j'ai vraiment bien aimé ça. Hop. Ici, c'est Osiris, c'est un vieux jeu tout bête. Donc, un jeu un peu de mémoire. On a des tuiles comme ça qui vont de -4 à +4. On a des pions. Donc, chacun a le même nombre de tuiles et de pions. On va soit ne pas jouer un pion, soit ne pas jouer une tuile. À 2. Elles sont face cachée et au début, le plateau est vide. Soit on place un pion quelque part, soit on prend le pion du dessus de notre pile, on le révèle, on regarde ce que c'est. On dit par exemple c'est un +4, on le met quelque part et on le remet face cachée. Et à la fin de la partie, on va tout révéler face visible et chaque pion va valoir la valeur des 4 pions qui sont autour. Ou 3 si on est sur le côté, ou 2 si on est sur le coin. Et comme ça va faire des valeurs positives ou négatives avec un petit jeu de mémoire. Ça se joue très rapidement, c'est ultra simple. Moi, je le trouve rigolo en fin de soirée. Voilà, c'est pas dur à sortir. J'ai fait Origin First Builder avec l'extension que je devais jouer depuis un bon moment et que j'avais pas eu l'occasion avant encore. Donc l'extension ne change pas la nature du jeu, on fait vraiment les mêmes. Donc Origin First Builder, globalement ça va être un jeu de gestion où on va poser des dés pour aller faire des actions face à des roues. Chaque fois qu'on fait l'action d'une roue, il faut avoir un dé supérieur à sa valeur actuelle et on augmente la valeur de 1. Ce qui fait que ça devient plus dur de faire des actions jusqu'à ce que quelqu'un fasse une action à 6 et là ça fait redescendre à 1. Les actions se marient très bien, il y a une manière de faire des points en montrant sur différentes pistes, de libérer plus de socles, il y a vraiment un petit casse-tête sur dans quelle ordre faire les trucs, construire des quartiers pour activer des pouvoirs, pour aller mettre des sièges de pouvoir qui vont avoir des points en fonction des tours qu'on a fait dessus. Je trouve que ce qu'on y fait est vraiment très plaisant, il y a vraiment du développement, c'est plus ou moins un jeu de civ mais pas vraiment, et c'est sur comment faire des choses qui vont bien marcher entre elles. Les dés ont une couleur, la couleur permet juste, si on les met sur la bonne roue, d'activer un petit bonus. Sauf que ces petits bonus, bien sûr, avoir son importance. L'extension change un peu la donne. Donc, le jeu de base permettait de faire finir la partie par certains éléments. Donc le fait d'avoir utilisé assez de tours ou d'avoir fini un pool de dés, ce qui dans l'idée était chouette, mais qui donnait des parties vraiment très particulières parce que quelqu'un pouvait choisir de finir la partie sans que les autres aient un très grand contrôle dessus. Et des fois, en fin de génération, qu'on n'a pas tous le même nombre d'actions, de jouer tout seul et de faire finir sans que les autres savaient que ça puisse finir avant. Et ça créait des parties très particulières. Là, je trouve ça nettement mieux en nombre de tours limité, finalement, c'est assez sympa.
Et il va se passer donc des événements de décompte de points sur des critères particuliers à la fin de chaque tour qui encouragent à jouer un certain timing, ce que j'aime toujours beaucoup. Et un autre module qui permet que quand les actions deviennent très chères, le premier à faire une action très chère peut potentiellement acheter un bâtiment spécial à mettre chez lui qui va lui donner un bonus quand il va construire autour. Et c'est pas une évidence le fait que ce soit toujours bien de le faire, et ça se coûte assez cher, mais c'est quand même sympa. Du coup, j'aime vraiment bien ce que ça a apporté au jeu, cette extension. Et moi, c'est un jeu où vraiment j'adore ce que ça fait en essence. Vraiment, le principe, le type de choix qu'on fait dans le jeu, je trouve ça vraiment très chouette. Hop, j'ai fait un Caral. Donc là, on est dans un jeu qui est assez light. Donc, c'est un jeu qui comporte différents modules. La version de base est vraiment assez tranquillou. On se déplace le long d'un chemin. En fonction de notre nombre de lamas, on va pouvoir aller plus ou moins loin. On fait l'action de lieu sur lequel on arrive, donc on a soit des actions de base sur le centre, soit des actions de construction quand on vient sur nos pyramides. Pour pouvoir construire, il faut avoir des pierres. Et le but, ça va être en gros de faire plein de pyramides, de faire plein de points, très brièvement. Et il y a un architecte, qui est un truc qui est lancé automatiquement à chaque demi-tour, qui va courir plus ou moins vite, qui va nous forcer à avancer assez vite sur ce chemin, parce qu'on peut aussi faire des demi-tours. Pour aller déclencher les décomptes en fin de tour, où là on va devoir jeter des cartes de notre main pour faire des sacrifices, et celui qui a fait le meilleur sacrifice fera pas mal de points, avec d'autres critères pour faire des points. Il y a différents petits modules qui s'y mêlent assez bien, je ne les ai pas tous essayés, je pense qu'en utilisant tous les modules ça devient un jeu où il y a des choses à faire. Là on avait rajouté des petits objectifs, vous êtes le premier à faire tel ou tel élément, des décomptes un peu spéciaux lors de chaque cérémonie. Et franchement, j'ai trouvé ça sympa. On est dans une gamme plutôt légère, du jeu plutôt familial, voilà, un petit peu plus dans les versions avancées, mais qui permettent donc de l'introduire un peu progressivement. Avec des choses qui viennent un peu s'améliorer, des petites tensions et des petits choix, un petit peu d'interaction quand même sur le rythme pour aller un peu piéger les autres, ce qui est toujours sympa. Donc ouais, j'ai trouvé ça très correct. Hop. On a fait un Hamlet. Donc Hamlet, ça va être un jeu de construction de village, tout est tout petit dedans, où globalement on va construire des tuiles qui nous permettent de produire des ressources, et ces ressources produites, peu importe qui les a produites, tout le monde va pouvoir les utiliser, mais quand c'est nous qui allons produire, on va gagner des points et des sous au moment où quelqu'un les utilise. Le but de ça va être de faire des livraisons à certains endroits, donc de produire des biens de base pour gagner des sous, d'aller faire des livraisons à l'église en utilisant différentes ressources pour faire des gros points, et d'aller livrer des contrats de livraison. Pour aussi aller se recréer des ânes et des bonhommes, pour pouvoir créer plus de choses et transporter les biens plus loin, parce qu'il y a vraiment une question géographique de où est-ce qu'on transporte les biens. Ça marche pas trop mal, c'est assez léger. Moi, je trouve ça un peu plat. Voilà, on produit ressources, ça nous fait à chaque fois 2-3 points, on regarde un peu l'équilibre des points, on a envie de faire des sous rapidement pour se développer, pour aller créer des nouveaux bonhommes. Je trouve pas que ce qu'on y fasse soit terriblement intéressant. Dans les bâtiments qu'on place, il y en a qui font des points selon certains critères. C'est pas mal, hein, ça tourne. Mais voilà, les objectifs de ce qu'on y fait sont pas palpitants, tout est très unitaire comme action, même si on prépare un peu le fait de construire ces bâtiments. On fait une action, elle nous rapporte tant de points. Et tout de suite ou plus tard. Et tout de suite ou plus tard. Voilà, c'est pas mal, mais c'est pas spécialement envie de rejouer. Je refuserais pas une partie. Natif, par contre, ça j'ai découvert par hasard. Je l'ai gagné un week-end jeu. Et j'ai vraiment bien aimé. Donc là c'est le jeu en allemand, là c'est la boîte en anglais, mais c'est un peu pareil, sauf qu'elle n'a pas la même forme. Globalement, ça va être un jeu un peu à la Port-Royal, où il va y avoir un display de cartes au milieu, on va se servir dedans. Et donc on va laisser potentiellement des opportunités à d'autres. L'idée du jeu, c'est que au début de chacun de nos tours, on ajoute une carte au milieu, donc dans ce qui s'appelle la prairie, et plus éventuellement en fonction du nombre de cartes qu'on a sur l'action prairie. Puis on va faire une des 6 actions disponibles, et on va la faire à la force qui correspond au nombre de bonhommes qu'on a dessus. Donc là, si je vais pêcher un poisson. Par contre, si je vais capturer du bison, je vais capturer jusqu'à 2 bisons, à condition d'avoir assez de trucs sur le display central. D'où l'intérêt de rajouter des cartes, mais pas trop pour pas laisser trop belles opportunités aux autres. Donc les actions, c'est recruter des bonhommes pour avoir plus de bonhommes chez nous, aller récupérer des totems qui vont faire des points selon certains critères, aller capturer des bonhommes, donc aller faire la guerre pour aller capturer des bonhommes en général adverses qui vont nous rapporter des points en fin de partie et empêcher les autres de les recruter. Aller récupérer des maïs pour faire des points, des poissons pour faire des points et des bisons pour faire des points. Les bisons valent plus de points, mais il y en a moins. Ça dépend où est-ce qu'on se spécialise. Évidemment, si on arrive à être pas sur le même truc que les autres, c'est mieux parce que du coup, on récupère des cartes qu'ils n'ont pas récupérées. Et c'est vraiment assez malin. Il y a juste eu un problème, nous, sur une carte qui valorisait trop les prisonniers. Peut-être qu'on a fait une petite erreur de règle, il faudrait que je les relise. Mais c'est tout simple. Et je trouve vraiment que les spécialisations qui s'y passent sont vraiment plutôt sympas.
Il y a des petits modules que je pense ça gagne d'être joué avec. Là, on les avait pas introduits parce que j'avais pas lu la règle. J'en ai fait 2 parties. Qui permettent d'avoir des petits événements en fonction de si on a le plus de quelque chose, on va devoir en sacrifier pour faire des points ou des choses comme ça. C'est tout bête. Et en petit jeu de cartes un petit peu malin, avec des choix à faire qui dépendent un petit peu des autres, c'est assez chouette. Faut juste que je vérifie cette règle sur les prisonniers, et sinon bannir le totem qui fait 2 points par prisonnier, parce que ça j'ai trouvé ça trop fort. Voilà, un jeu de 20 minutes. J'ai fait tout récemment du Terraforming Mars, mais le Ares Expedition, donc la version petite de Terraforming, qui dure quand même 1 à 2 heures, je dirais. Avec un système de sélection d'action à la Race Force de Galaxy, tout le monde choisit secrètement une carte, puis on effectue toutes les phases qui ont été sélectionnées par au moins un joueur, et si c'est l'action qu'on a sélectionnée, nous on a un bonus. Le petit truc, c'est qu'on ne peut pas sélectionner l'action qu'on a sélectionnée précédemment, donc ça force à varier un petit peu, et ça donne une idée de ce qu'ont faire les autres. Le défaut que j'avais trouvé moi sur le jeu, c'est que on a tendance à faire les mêmes actions en boucle, et ça reste vrai. Là on y a joué avec les extensions, donc il y a une extension qui permet de faire du coop, on n'a pas joué avec, mais on a rajouté des cartes. Et ce que ça rajoute est plutôt sympa, ça varie un peu les parties, ça rajoute des objectifs un peu communs qui rajoutent un petit peu de course ou d'interaction pour avoir le plus de quelque chose, ou le premier à avoir 3 d'un truc. Et ça c'était assez sympa. On a joué avec les nouvelles corpos qui étaient plutôt chouettes. Les nouvelles cartes s'intègrent bien aux autres. J'ai bien aimé les extensions. Voilà. Le jeu de base je le trouve pas mal, mais ouais, on a un peu trop tendance à bourriner un peu bêtement nos axes. Ce que je trouve un petit peu dommage. Mais voilà. Hop, donc c'était pas mal. Et enfin, je crois que c'est le dernier, j'ai fait un Neom. Donc Neom, c'est un jeu qui est pas récent du tout, il y a quelques années, et c'est un jeu de draft un petit peu à la Seven Wonders. Donc on a 8 tuiles, on va en drafter pour en récupérer 7, la dernière va être jetée. Et quand on récupère une tuile, on doit soit avoir les ressources devant nous qui permettent de la poser, hop, donc par exemple celle-ci nécessite une bétonnière et de la vitre, soit les acheter chez les voisins, donc en fonction du type de ressources, de basique, moyenne, avancée, ça va coûter plus ou moins de sous. Si on a des routes commerciales, ça nous coûte un petit peu moins de sous, pour pouvoir placer la tuile où on veut chez nous. Et ensuite, dans le placement des tuiles chez nous, il y a un petit système un petit peu à la SimCity. On aime bien avoir un grand quartier résidentiel. Si on a de la pollution à côté du quartier résidentiel, on perd des points. Ça nous permet de produire de nouvelles ressources. Chaque ressource produite nous vaut aussi des points en fin de partie. Et il faut toujours que ce soit connecté côté route au milieu. Donc il y a un petit côté placement de tuiles qui est plutôt sympa. J'y ai pas joué depuis longtemps et j'ai bien apprécié d'y rejouer. Il y a des bâtiments qui font des points en fonction de certains critères. C'est très plaisant. Ça se joue jusqu'à 5. On a joué à 3. 3, ça marchait bien. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les très nombreux jeux que j'ai joués dernièrement. J'en ai joué à d'autres dont je vais pas parler non plus, mais voilà. Donc plein de bons jeux, plein de bons événements. Là en ce moment c'est le GA, donc je sais pas s'ils ont déjà ou pas rendu leur verdict, qui donc vont nous désigner un nouveau meilleur jeu de l'année. Et puis bah, c'est à peu près tout pour cette longue vidéo. Gros bisous à tous et à une prochaine. Salut!